Le reste de la capsule, on va parler plus des autres éléments du système urinaire, notamment les deux uretères, la vessie et l'urètre. Donc, pas grand-chose ici, c'est une description plus anatomique. Donc, l'essentiel est écrit. Vous pouvez relire à la maison la diapositive. J'ai pas beaucoup d'explications supplémentaires à fournir. Donc, si on prend ici l'image du corps humain ici, d'un cadavre, on reconnaît vraiment les principaux organes. Donc, simplement pour vous situer, le foie est ici, j'ai l'estomac du côté gauche ici. J'ai les deux reins qu'on a parlé beaucoup dernièrement. La vessie qui va se retrouver dans la position plus basse ici, centrale. Et les uretères qu'on a colorés en vert ici pour que ce soit plus évident. Donc, il y en a une pour chaque rein, évidemment, du côté droit et gauche. C'est très simple. Une uretère, c'est un long tube fibromusculaire. Donc, beaucoup de fibres musculaires, évidemment. Beaucoup de fibres de collagène aussi pour donner une certaine élasticité, mais une certaine résistance également au niveau du conduit. Parce qu'évidemment, quand ils vont se gorger d'urine, il faut qu'ils soient capables, il faut que l'uretère soit capable de s'étirer pour absorber justement ce surplus de liquide. Comme beaucoup d'organes, il y a toujours 3 ou 4 couches de tissu qui vont composer l'organe. Donc, dans ce cas-ci, l'uretère est composé essentiellement de 3 tuniques, 3 couches. La muqueuse, toujours la même chose pour n'importe quel organe, c'est la couche interne. Elle est évidemment imperméable. Bon, on empêche la fuite d'eau, la fuite d'urine à travers la paroi, bien sûr. Donc, ça c'est évident. On ne veut pas perdre de l'urine dans le corps. Et extensible, donc beaucoup de fibres élastiques qui vont permettre un certain étirement et ensuite un repositionnement de cette paroi à sa position initiale. La musculeuse, c'est le muscle musculaire qui vont se contracter pour, évidemment, propulser l'urine. Et la couche externe, c'est souvent une séreuse. On a déjà parlé du terme adventiste, une séreuse incomplète. Je ne reviens pas sur l'explication ici, mais toujours comme n'importe quelle couche externe, on est là pour protéger l'organe généralement. Et cette couche externe, elle est particulière au niveau de l'uretère, puisque quand la vessie elle est pleine, on va venir comprimer, écraser, si vous voulez, l'adventice, un peu comme si j'écrasais une paille pour empêcher le liquide de circuler, puis évidemment, c'est pour empêcher le retour de l'urine vers les reins. Donc, en fait, si on revient à l'image ici que je pointe présentement, l'uretère qui est ici, qui va se connecter dans la vessie, bien, il y a une partie de l'uretère, justement, qui va entrer à l'intérieur de la vessie, puis quand la vessie est bien pleine, bien, on va écraser l'extrémité, tout simplement pour empêcher l'urine de retourner vers les reins. Une coupe transversale schématisée ici de l'uretère, ce qui est particulier, c'est qu'on voit que la couche interne de la muqueuse fait une forme un peu étoilée. Hein? On remarque que c'est un peu spécial comme forme, donc c'est pas un cercle parfait. Il y a une explication, ces rides-là, ces espèces de replis-là, évidemment, on voit ça quand c'est une uretère qui est vide, qui n'a pas d'urine, mais quand il va se gorger d'urine, évidemment, ces replis-là vont s'étirer, puis on va devenir plat, et ça va permettre justement d'absorber un surplus de liquide. Et on pourra dans ce cas-là remarquer que la muqueuse interne sera vraiment au niveau beaucoup plus lisse en fait. Donc ça, c'est symptomatique d'une uretère qui est pleine d'urine. Au niveau de la vessie, ben, encore une fois, c'est pas mal écrit. Donc, évidemment, c'est un sac musculaire. On verra le nom des muscles tantôt. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est des organes rétropéritonéales. Donc, on se souvient qu'est-ce que ça veut dire. Hein? C'est des organes qui sont en arrière du péritoine. Donc, ils ne sont pas couverts par cette séreuse de la cavité abdominale. Et ce qui est particulier, il y a comme une espèce de triangle inversé au niveau de la vessie qu'on appelle le trigone. Je vous montrerai tantôt sur un schéma. Le trigone, en fait, c'est un espace triangulaire qui va permettre de rediriger l'urine vers l'urètre pour être expulsée. C'est un peu comme un entonnoir, en fait, un entonnoir inversé pour faciliter le déplacement de l'urine. On verra ça tantôt sur une image. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, un peu la même image que je montrais tantôt avec le système urinaire. Donc, la vessie, on l'a coloré en vert ici, pour vous situer un petit peu. Donc, on remarque chez la femme, chez l'homme, le positionnement qui est un peu différent, la taille aussi, donc un peu plus grand ici que chez l'homme en bas. Pour vous situer, l'utérus ici, donc, on reconnaît l'organe ici, et la vessie est en dessous chez la femme. Souvent, vous inversez les deux, mais l'utérus est toujours en haut. D'ailleurs, on va remarquer chez la femme enceinte, dans les derniers jours, derniers mois, par exemple, le fœtus a pris un poids maximal et donc ce qui arrive, souvent maman est incontinente. Pourquoi? Parce que bébé prend tellement de place qu'il vient pousser sur la vessie. Donc non seulement
on a moins de place pour accumuler l'urine chez la femme, ou chez la mère, je devrais dire, mais en plus, en comprimant, en poussant, bébé qui pousse ici sur la vessie, ben, ça favorise l'expulsion de l'urine. Donc, c'est ce qui va arriver si vous travaillez avec les femmes enceintes. C'est très courant de voir une maman dans les derniers jours qui peut souffrir d'incontinence comme ça de temps en temps. La vessie est composée de 4 tuniques, donc on a une de plus, la sous-muqueuse. C'est une couche intermédiaire entre la musculeuse et la muqueuse. C'est essentiellement les mêmes fonctions que j'ai décrites tantôt, donc vous pourrez relire ça en détail. Ce qui m'intéresse plus, la particularité, c'est au niveau de la musculeuse. Là, c'est différent. Au niveau de la vessie, il y a ce qu'on appelle un sphincter. Donc ça, c'est un muscle en forme d'anneau circulaire qui peut s'ouvrir ou se fermer. Et on a un muscle extrêmement important qui se contracte pour expulser l'urine, donc le détrusor. Donc, si on a des atteintes à ce muscle-là, des fois, ça peut être des causes d'incontinence. Okay? Donc, c'est un muscle extrêmement important. C'est lui qui va contrôler justement l'expulsion de l'urine. Si on regarde un petit peu l'anatomie, avant que je vous explique comment ça fonctionne tout ça, bien, le fameux trigone, on le voit ici, l'entonnoir à l'intérieur de la vessie, l'entonnoir inversé. Donc, ça va vraiment favoriser le passage de l'urine comme ça vers l'autre conduit ici qu'on appelle l'urètre. Les 2 uretères qui viennent se brancher directement sur la vessie. Maintenant, on a les orifices qu'on appelle urétéraux. Okay? Donc, ce sont les espèces de petites ouvertures qui permettent la communication avec l'uretère pour le passage de l'urine de l'uretère vers la vessie. Mais ce qui est particulièrement important pour moi, c'est les 2 éléments que je pointe présentement. Donc, il y a 2 sphincters, 2 muscles en forme d'anneau. Il y a le sphincter urétral interne et il y a le sphincter urétral externe. Ces 2 anneaux, ces 2 muscles en forme d'anneau qui vont contrôler le passage de l'urine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 2 voies nerveuses complètement différentes. Donc, le premier, c'est le système nerveux autonome qui va s'occuper de l'ouverture du sphincter interne. Donc, c'est involontaire. Vous n'avez aucun contrôle conscient sur ce type de sphincter. Donc, dans ce cas-ci, c'est un mécanisme involontaire, inconscient, qui va contrôler l'ouverture. L'urine va s'engager ici, mais le deuxième sphincter, lui, c'est volontaire. C'est le système nerveux somatique qui va s'en occuper. Ce que ça fait dans la vraie vie, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'équivalent d'1 litre de liquide, exemple, d'urine dans la vessie. Il y a des barorécepteurs qui détectent le surplus de pression. Ça déclenche un mécanisme nerveux qu'on verra tantôt qui va ouvrir le premier sphincter. Donc, comme c'est le système nerveux autonome, c'est involontaire. L'urine s'engage dans une partie ici de l'urètre, mais est incapable de sortir, d'aller plus loin parce que j'ai la deuxième porte, le deuxième sphincter à contrôler. Et ici, c'est de façon volontaire, c'est des muscles striés, donc du même type que ce qu'on retrouve dans le biceps dans le bras ou les muscles de vos membres. Donc, dans ce cas-ci, c'est vous qui allez décider de façon volontaire de contrôler l'ouverture de ce muscle-là. Et si je permets l'ouverture de ce muscle-là, ce qui va se passer, donc l'anneau ouvre, c'est un sphincter, donc c'est évidemment un muscle en forme d'anneau, elle s'ouvre et là, l'urine pourra être expulsée vers l'extérieur. Ce qui fait que vous pouvez avoir la sensation d'envie, mais sans décider pour autant d'expulser. Si vous avez une sensation d'envie, c'est que le premier sphincter est ouvert, le liquide vient s'accumuler, l'urine s'accumule ici, on fait pression ici sur le deuxième sphincter, ça commence à être urgent, c'est pressant, mais c'est vous qui allez décider du moment, évidemment, et quand vous décidez, ben là, par la voie somatique, on vient contrôler l'ouverture du deuxième sphincter. 2 choses avant de terminer la capsule, on va parler un petit peu de l'urètre et ensuite des mécanismes qui fait en sorte, ce qu'on appelle le mécanisme de miction. Donc, la miction, c'est la production d'urine. Donc, comment on fait au point de vue nerveux et musculaire pour contrôler tout ça?
Donc, essentiellement, toute l'information ici en termes d'anatomie est bien écrite dans vos notes de cours. Donc, on vous décrit un petit peu au point de vue anatomique comment l'urètre est fait. Je vous ai parlé un peu du fonctionnement des deux sphincters. Donc, ce que je disais précédemment, c'est écrit ici. Système nerveux autonome, involontaire, c'est des muscles lisses qui sont contrôlés par le système nerveux autonome. Donc, les muscles qui sont non striés, qu'on retrouve à l'intérieur de tous les organes. Alors que l'autre, l'urétral externe, lui, dans ce cas-ci, on va vraiment contrôler des muscles squelettiques de façon volontaire. Donc, ça, c'est le deuxième sphincter à contrôler. Donc, dans la dernière partie de cette capsule, on va parler du réflexe de miction. Donc, la miction, c'est vraiment le processus par lequel on va produire l'urine. C'est possiblement l'élément qui va vous demander le plus d'études et le plus de compréhension dans la capsule 4. Donc, ça peut être un peu mélangeant tout ça. Tout ce qu'il faut savoir, en fait, c'est de bien partir l'histoire. C'est un triple réflexe nerveux. Donc, on a un réflexe nerveux, un système nerveux autonome que vous avez déjà étudié. Donc, vous vous souvenez que ça se subdivise en deux voies. Il y a la voie sympathique et la voie parasympathique. Essentiellement, c'est la voie parasympathique qui va contrôler l'expulsion d'urine, la miction, alors que la voie sympathique est plus là pour empêcher la libération d'urine. Et la partie somatique volontaire, au même titre que vous décidez de lever la main pour poser une question, mais c'est vous qui décidez. Donc, c'est une voie nerveuse qui s'occupe de la contraction volontaire de certains muscles striés. Avant que je vous explique ça en détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que le muscle détrusor, c'est un muscle qui est dans la paroi de la vessie et il doit se contracter pour expulser l'urine. Donc ça, c'est le premier concept. Si le muscle est relâché, le détrusor est relax, relâché, il n'y a pas d'expulsion d'urine. La vessie est relaxe. Si on contracte le détrusor, là, on va faire pression sur la paroi de la vessie. Et si on écrase les parois de la vessie, évidemment, on pousse sur l'urine, on pousse sur le liquide et ça favorise son expulsion à l'extérieur, vers l'urètre. Donc, ça, c'est la première chose importante. On veut expulser, il faut contracter le muscle. On est en situation relax, on ne veut pas expulser, on ne veut pas uriner, donc il faut relâcher le muscle. En même temps, et là, on va un petit peu en sens inverse, les sphincters, les deux muscles en forme d'anneau circulaire, si on les contracte, elles vont être en position fermée. Donc, l'urine ne peut pas passer. Donc, la plupart du temps, pendant que le muscle détrusor est relâché, le sphincter interne, qui est donc contrôlé de façon involontaire, va être contracté. Donc, il faut relâcher le muscle détrusor, mais il faut contracter le muscle sphincter urétral interne. Et ça, c'est le sympathique qui s'occupe de ça. Quand ce sera le temps d'expulser l'urine, le parasympathique va faire l'inverse. Il va contracter le muscle détrusor pour comprimer la vessie et expulser l'urine. Et le premier sphincter, qui est contrôlé involontairement, donc par le parasympathique, là, on va empêcher sa contraction, on va relâcher le muscle. Donc, on va en sens inverse du muscle détrusor. Et en se relaxant, le muscle qui compose le sphincter urétral interne se relâche et l'anneau, au lieu d'être en position contractée, se dilate, se relâche et là, l'urine pourra passer vers l'urètre, mais son passage va être bloqué par le deuxième sphincter et là, par un contrôle volontaire, on pourra décider de le relâcher également. Donc, en fait, l'essentiel du processus, je viens de vous l'expliquer. Tant que vous comprenez qu'il faut contracter ou non le muscle et qu'il faut relâcher ou non le sphincter, vous êtes correct, ça c'est le premier concept. Puis après, c'est de savoir quelle voie nerveuse s'occupe de quoi. Donc, pour reprendre ça un peu plus en détail, deux processus, en fait, au niveau de la miction. La plupart du temps, on est en réflexe de stockage contrôlé par le sympathique. Il n'y a pas d'expulsion de l'urine. C'est qu'au quotidien, vous emmagasinez l'urine dans la vessie. Donc ça, c'est la première chose à distinguer. Je vous expliquerai ce qui se passe en détail, en fait, dans quelques secondes. On emmagasine l'urine. Okay, donc, on emmagasine tout simplement au cours de votre journée, de ce que vous faites quotidiennement. Donc, tant que vous n'allez pas à la salle de bain, vous êtes en réflexe de stockage. Donc, on s'entend que la plupart du temps, on est en réflexe de stockage. Le jour où la vessie a atteint une limite, là, on s'en va dans le réflexe de la miction. Donc là, c'est différent du réflexe de stockage. Lui, il va être contrôlé par le parasympathique et l'idée, c'est d'expulser l'urine. Soit qu'on stocke, soit on expulse.
Très important, si tu stockes, c'est sympathique. Si tu es dans le réflexe, donc réflexe de stockage sympathique, réflexe de miction, bien évidemment, c'est le para. Premièrement, j'explique ici le réflexe de stockage. Donc, ce qui est écrit ici, c'est essentiellement ce que je viens de dire, mais je vais le montrer avec le dessin un petit peu. Dans ce cas-ci, si vous êtes en réflexe de stockage, donc vous accumulez l'urine. Ici, exemple, il n'y a pas beaucoup d'urine, à peu près un 100 ml. Le chiffre ne fait pas retenir, évidemment. Donc, on est en train de remplir tranquillement l'urine au gré de vos activités. Qu'est-ce qui se passe? Bien, comme je suis en réflexe de stockage, c'est essentiellement le système nerveux sympathique qui est impliqué. Donc, en mauve, c'est la voie sympathique. Hein, c'est bien dit ici dans la légende. Donc, la voie sympathique, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des influx nerveux comme ça qui partent comme ça de la région thoracique, de la moelle épinière. Donc, c'est pas à prendre les nerfs spécifiquement, mais vous avez les nerfs thoraciques 11, 12, lombaires 1 et 2 qui contrôlent le réflexe de stockage. Donc, les influx nerveux s'en viennent comme ça ici. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on relâche le muscle détrusor. Donc, le muscle détrusor est relâché, il n'y a pas de contraction. L'urine reste relaxe, dans sa position relaxée. Donc, l'urine s'accumule comme ça, tout simplement, ce qui explique le stockage. En même temps, il y a quand même une certaine quantité d'urine. On ne veut pas qu'elle s'écoule. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, toujours par la voie sympathique, on vient contracter le sphincter urétral interne. Ça, c'est le premier qu'on a ici à la base de la vessie. Et tant qu'il est contracté, l'anneau musculaire est en position fermée et l'urine ne peut pas s'écouler. Donc, évidemment, une atteinte ici à cette branche du nerf sympathique pourrait être une cause d'incontinence, dans le sens où ici l'anneau serait toujours ouvert et si ce sphincter est toujours ouvert, bien, on fait une pression accrue sur le deuxième sphincter et ça pourrait favoriser des problèmes d'incontinence avec le temps. Donc ça, c'est le premier réflexe, hein, le réflexe de stockage. Qu'est-ce que la voie somatique vient faire ici? Simplement, on envoie, donc à partir du cortex cérébral, c'est pour ça que ici, dans cette région-là, c'est une région où vous êtes conscient, on descend par la voie en rouge, qui est somatique, des influx nerveux, qui viennent tout simplement ici contracter également le sphincter, mais le deuxième sphincter, donc le sphincter externe, qui est le deuxième sphincter. Donc ici, c'est un contrôle volontaire, et tant que vous ne désirez pas aller à la salle de bain, bien, on envoie continuellement des influx pour contracter. Et ça, c'est difficile à comprendre pour vous, parce que souvent, on part à l'envers. Vous avez l'impression que je vais envoyer des influx quand c'est le temps. En fait, vous faites des influx nerveux 24 heures sur 24 pour empêcher l'ouverture de ce sphincter-là. Et le seul moment où on voudra arrêter ça, c'est quand on voudra permettre l'expulsion d'urine. Deuxième réflexe, le réflexe de miction en proprement dit. Donc là, c'est différent. Donc, premièrement, on part du système système nerveux autonome parasympathique. C'est lui qui est responsable, il faut bien distinguer. Et dans ce cas-ci, on veut expulser l'urine. Donc, la première des choses, il faut envoyer un signal, un message sensitif au centre de la miction. C'est lui qui va prendre la décision de faire en sorte qu'on va partir le réflexe de miction ou non. Le centre de la miction est dans le pont, donc au niveau du tronc ici, du tronc cérébral. Il y a différentes sections que vous avez déjà étudiées à la dernière session. Ce que j'encercle ici, c'est donc la partie centrale du tronc qu'on appelle le pont. Et évidemment, c'est là qu'il y a le centre de la miction. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand il y a une accumulation importante de liquide, d'urine dans la vessie, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais généralement autour de 300, 400, 500 ml, on va commencer à avoir des influx nerveux sensitifs qui viennent informer le centre de la miction. Donc, dans ce cas-ci, on a des barorécepteurs qui détectent la pression de l'urine, parce que c'est un liquide, un peu comme le sang. On a des barorécepteurs pour le sang, mais c'est une pression de liquide sur la paroi des artères. Ici, on a la pression d'un liquide sur la paroi de la vessie, c'est donc la même logique. Et cette accumulation d'urine, de ce liquide qui va favoriser une augmentation de la pression sur la paroi, sera détectée par des barorécepteurs. Les barorécepteurs acheminent, donc on stimule un neurone sensitif, achemine les influx nerveux qui informent le centre de miction. Et en réponse, le centre de miction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des influx nerveux par la voie en vert, qui est ici la voie parasympathique. Et dans ce cas-là, on fait exactement l'inverse de tantôt. Donc, dans le réflexe de la miction, le parasympathique vient contracter
la paroi musculaire. Donc, le muscle détruseur va être dans sa position contractée. Et là, imaginez-vous que la vessie se contracte sur elle-même, elle s'écrase sur elle-même. Donc, évidemment, ça va pousser sur le liquide et on va favoriser l'expulsion de l'urine comme ça. Et en même temps, il faut ouvrir le premier sphincter. Donc, dans ce cas-ci, le parasympathique va relâcher. On arrête la stimulation nerveuse. Donc, on stoppe la contraction des cellules musculaires ici. Et en relâchant les myocytes, en se relaxant, le sphincter va s'ouvrir et l'urine pourra se déplacer vers le deuxième sphincter. Ceci dit, le deuxième sphincter, on a vu tantôt qu'il était contrôlé par la voie nerveuse somatique. Donc là, c'est un petit peu différent. La voie somatique part de la portion sacrale de la moelle épinière. Et dans ce cas-ci, vous décidez d'expulser l'urine, vous décidez d'aller à la salle de bain. Donc, dans ce cas-ci, il y a des influx nerveux volontaires qui viennent empêcher la contraction. Donc, c'est encore une fois, on empêche le muscle ici de se contracter. Donc, le muscle ou les myocytes au niveau du sphincter urétral externe va pouvoir se relâcher. Et là, il y a vraiment expulsion de l'urine. Il y a souvent des cas d'incontinence chez les vieillards ou encore les jeunes enfants qui sont en apprentissage de la propreté. C'est souvent cette voie-là qui ne fonctionne pas. Donc, tout le réflexe de la miction, avec le parasympathique qui contracte le détruseur, le muscle, et qui relâche le sphincter interne, ça se fait bien, sauf qu'on n'a pas de contrôle sur le deuxième. Donc, aussitôt que le premier ouvre, l'urine s'évacue. Ça explique plusieurs cas d'incontinence, en fait. Donc, il y a un apprentissage, exemple, chez le jeune enfant qui va se faire pour, justement, apprendre à contrôler la contraction de ce muscle-là, ici, du sphincter externe. De façon volontaire, évidemment, mais si on a des atteintes au système nerveux autonome, bien, évidemment, c'est involontaire. Donc là, dans ce cas-ci, c'est des cas d'incontinence où on n'a aucun contrôle volontaire. Donc, il faut bien distinguer ces deux voies nerveuses. Voilà, ça conclut cette capsule 4. Comme toujours, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous m'écrivez par Mio et c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Et je vous souhaite une bonne étude et on se revoit pour une prochaine capsule.